Salut tout le monde et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet que j'ai jamais encore parlé sur ma chaîne. On va parler d'une Jane Doe qui a été non identifiée pendant plus de 30 ans, pour être précis, 37 ans. Et au fur et à mesure de mes recherches, des fois ça arrive que je m'amuse et que j'essaie moi-même d'enquêter avant même de continuer mes recherches. Donc, en faisant certaines recherches, par exemple en regardant la scène de crime, en ayant des informations sur la scène de crime, des informations sur l'autopsie de la victime, mais également les lieux et les armes qui auraient pu être utilisées, et bien souvent, je vais essayer d'entrer dans la tête du tueur et de voir dans quelles circonstances la victime a été assassinée. Eh bien, dans cette affaire, puisque ça a été une Jane Doe non identifiée pendant plusieurs années, ben, je me suis permise de faire quelques suppositions avant même d'avoir terminé mes recherches. Et ensemble, j'aimerais ça qu'on la fasse. À ce que je sache, il y a peu de vidéos sur cette femme-là. Dites-moi si je me trompe, mais aujourd'hui, on va s'attaquer à l'affaire de la Buckskin Girl Doe. Alors, sans plus tarder, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, dodo sur les genoux, et lorsque vous êtes prêts, on est parti dans le crime d'aujourd'hui. Donc, on va se transporter il y a quand même assez longtemps, soit le 24 avril 1981, tandis que nous avions 3 hommes qui marchaient sur la route Greenlee Road, qui est située à Newton Township, en Ohio. Les 3 hommes, dont un qui s'appelle Greg Breedenbach et l'autre qui s'appelle Neil Hoffman, on n'a pas le nom du troisième, ils marchaient ensemble sur la route se disant un peu de tout et de rien. Et puis, on sait que Greg va apercevoir au loin, dans le fossé de cette route, un poncho jaune moutarde. Il est quand même assez curieux, donc il décide de s'approcher davantage. Et lorsqu'il descend le fossé, il se rend compte que ce n'est pas un simple poncho, mais qu'il y a le corps d'une femme à l'intérieur. Enfin, c'est ce qu'il va crier. Quelque temps après, les enquêteurs vont être mis au courant, ils vont être appelés et ils vont être vite dépêchés sur les lieux. Lorsque les enquêteurs vont arriver dans le fossé de cette route, ils vont découvrir le cadavre d'une femme qui a pour habit un poncho jaune moutarde. Le corps de la femme est couché sur le côté droit de façon à être couché en fœtus et autour, donc sur la scène de crime, à ce qu'on sache aux premiers abords, il n'y a aucune pièce d'identité, aucun portefeuille, aucun sac, aucune sacoche, rien qui pourrait aider à identifier cette personne. Et là, les enquêteurs vont donc sécuriser le périmètre et le corps va être emmené au médecin légiste. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la femme? Donc, selon le médecin légiste, la femme a été assassinée 48 heures avant la découverte de son corps, soit le 22 avril. Selon encore le médecin légiste, la cause du décès serait la mort par strangulation, mais il a également découvert d'autres blessures sur le corps, notamment des blessures contondantes sur la tête et le cou. Et ici, c'est très intéressant parce que la victime a 2 sortes de blessures différentes. Donc, elle a évidemment des marques de strangulation au cou, mais elle a aussi des blessures contondantes. Et des blessures contondantes, c'est des blessures qui peuvent infliger la mort si hémorragie il y a, mais il y a beaucoup de blessures contondantes qui ne seront pas internes. Donc, ce que je veux dire, c'est que les blessures contondantes ne font pas nécessairement de trous dans le corps ou n'infligera pas de mort immédiate. Alors là, à partir de ces informations-là, on peut avoir plusieurs suppositions, mais j'en ai gardé que 3. Donc, la première serait que le tueur a tenté d'assassiner la victime par blessure contondante. Donc, ça peut être avec une arme contondante, un marteau, un bâton de golf, un bâton de hockey, une pioche ou autre, et ça n'a pas fonctionné. Donc, il a fini par assassiner la victime par strangulation.
La deuxième hypothèse serait que le tueur ou l'agresseur a tenté d'assassiner sa victime avec l'objet contondant. Il visait la tête. Évidemment, la tête et le cou sont les moyens pour lesquels on vit, donc on respire. Et le cerveau, c'est ce qui nous fait vivre. Alors l'agresseur a tenté de viser la tête, mais il a visé le cou. La victime n'est pas immédiatement tombée. Ensuite, l'agresseur a visé la tête et elle est tombée, mais elle n'était toujours pas morte. Donc, il a fini par assassiner la victime par strangulation. Troisième hypothèse serait qu'il ne voulait que l'assommer au départ pour la torturer ou encore peut-être la séquestrer dans un endroit, puis par la suite, il l'aurait assassinée par strangulation. Par contre, pour la troisième hypothèse, le médecin légiste va relater qu'il n'y a pas de traces d'agression ou encore d'abus sexuels sur le corps de la victime. Donc, normalement, si on se met dans la tête d'un tueur, la plupart du temps, les motifs d'un tueur, c'est évidemment des motifs sexuels. Or, ici, dans ce cas, il n'y en a pas. Donc, on pourrait exclure la troisième hypothèse qui consiste à torturer la victime ou encore la séquestrer. Donc ici, dans ce cas-ci, jusqu'à maintenant, on a 2 armes qui ont été utilisées pour assassiner la victime ou peut-être pour la torturer. La première arme, évidemment, c'est l'arme contondante, donc une arme blanche. Ça peut être un marteau, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou encore une batte de baseball ou une autre arme de ce style-là qui l'a blessé à la tête et au cou. Et on a également un couteau ou encore un canif qui aurait été utilisé parce qu'en effet, on aurait retrouvé une de ses mains un peu plus loin sur la scène de crime par la suite. Donc, un coup que l'autopsie a été faite sur le corps, on aurait retrouvé une main un peu plus loin. Donc, maintenant qu'on a parlé de l'autopsie, qu'on a également révélé les causes de sa mort et qu'on aurait possiblement 2 armes ou plus de crimes, on va parler un peu des traits physiques de la victime parce qu'évidemment, au fur et à mesure de l'enquête, on a fait des portraits robots pour pouvoir l'identifier puisqu'on n'avait aucun papier. Et là, les traits, selon le médecin légiste, vont comme suit. La femme avait entre 18 et 26 ans au moment de sa mort. Elle mesurait entre 1,63 m et 1,68 m pour 57 à 59 kg environ. Donc, c'est ce qui signifiait qu'elle était dans son poids santé. Donc, tout de suite, on pourrait éliminer peut-être une victime qui était itinérante ou qui souffrait de malnutrition. Elle avait les cheveux bruns roux, donc auburn. Et ses cheveux étaient séparés au milieu et elle avait 2 tresses collées sur la tête. Ses 2 yeux étaient brun clair et avaient des taches de rousseur. Son nez était très pointu et son teint était rougeâtre. Ce qui voulait dire qu'elle avait passé plusieurs jours, voire plusieurs semaines au soleil avant sa mort. En effet, si on dit qu'elle était rousse, cheveux auburn, souvent ils ont la peau très pâle. Donc, autrement qu'ils vont au soleil, ça va paraître. Donc, à partir de là, on peut se dire que la personne, la victime, elle aimait être au soleil ou elle travaillait à l'extérieur. On sait que, selon le médecin légiste, encore une fois, la femme était très propre. Elle avait une hygiène de vie supérieure et ses dents étaient en parfaite condition. Elle n'avait eu aucune trace de réparation dentaire, mis à part une couronne en porcelaine qu'elle avait sur l'incisive droit supérieur, donc à côté des premières dents. Elle portait plusieurs cicatrices sur le corps, dont une blessure qui avait guéri avant la mort. Donc, elle avait une cicatrice au menton, plusieurs sur un ou les poignets. Elle avait des blessures, des cicatrices au bras et elle avait une cicatrice sur une cheville. J'avoue que lors de mes recherches, les cicatrices sur les bras, ça m'a un peu titillée. Est-ce que c'était des traces de mutilation? Est-ce que c'était des traces d'autres blessures qui ont été faites pendant l'enfance? C'est pas mentionné, mais si on part sur le fait que c'était des traces de mutilation, peut-être que la personne, donc la victime, était peut-être malheureuse, qu'elle avait fugué et qu'elle s'était retrouvée au mauvais moment, au mauvais endroit. Donc ça a vraiment été ma première supposition, c'est que c'était une fugue.
et ça l'a mal terminé pour elle. Écoutez ça, le poncho jaune moutarde qu'elle avait à la main était doublé à l'intérieur de couleur mauve et semblait avoir été fait à la main. Elle portait également un soutien-gorge blanc, des jeans Wrangler bleus à pattes d'éléphant, mais également un col roulé marron avec un motif orange sur le devant. Aujourd'hui, j'ai été regarder les prix des jeans Wrangler, je sais pas si je le dis comme il faut, à pattes d'éléphant. Donc, les prix varient entre 80 et 120 la paire. Donc, ça peut vraiment nous mener au fait que c'était pas une itinérante, c'était une fille qui avait énormément d'hygiène. Elle avait un domicile, évidemment, et elle avait les moyens, elle avait l'argent. Parce qu'on s'entend qu'à l'époque, dans les années 80, je pense que 120 $ pour une paire de jeans, c'était pas donné. Mais elle en avait une et cette paire-là semblait neuve. Par contre, lorsque la victime a été retrouvée, elle n'avait ni chaussettes ni chaussures. Par contre, ses pieds étaient en très bonne condition, donc ses pieds n'étaient pas sales. Ce qui veut dire que lorsque cette victime, elle est décédée sûrement qu'elle avait des chaussettes et des chaussures, et que peut-être pendant le transport ou encore avec le tueur, l'agresseur, c'est lui qui lui aurait enlevé. Mais ce qui veut dire en fait que lorsque on a retrouvé la victime dans le fossé, elle n'a pas marché jusqu'au fossé, elle a été déposée là. Donc, le fossé ne devient plus une scène de crime, la scène de crime se trouve ailleurs. Donc évidemment que pendant l'enquête, les policiers ont pris les empreintes de la victime, donc de la Buckskin Girl. Ils ont également pris ses empreintes dentaires et ils ont essayé de faire des matchs avec des disparitions ou encore avec des personnes portées disparues, mais il n'y a jamais eu aucun match sur cette fille-là. Donc, le premier portrait robot qui a été fait, c'est 4 jours après, donc le 28 avril 1981. Le portrait robot de la victime a été affiché à la télé et dans les journaux locaux. Il y a 200 pistes, donc il y a 200 personnes là, qui ont proposé des pistes. Ces pistes-là ont toutes été enquêtées, mais il n'y a absolument rien qui a été trouvé, aucun indice qui était assez important pour qu'on continue d'enquêter là-dessus. Et encore une fois, même si le portrait robot de la victime a été mis à la télé ou encore dans les journaux, il n'y a personne qui a appelé pour dire que ben, ça pourrait être ma sœur, ça pourrait être ma tante, ça pourrait être mon ami. Il n'y a absolument rien. Bon, et là, évidemment, la victime a été retrouvée en Ohio. Mais est-ce que la victime venait d'Ohio? Les policiers vont commencer à se dire que non, parce que justement, il y a tellement d'États, il y a tellement de villes. Les États-Unis, c'est tellement grand. Et même dans les journaux locaux, personne n'a réclamé le corps. Personne s'est dit « ça pourrait être quelqu'un que je connais ». Jamais. Donc, les policiers ont commencé vraiment à se dire que ben peut-être qu'on devrait élargir plutôt le périmètre de cette enquête-là, de cette affaire-là, parce qu'il y a personne en Ohio qui semble la connaître. Plus j'avançais dans mes recherches et j'ai eu un petit sourire parce que j'avançais, je lisais et là, à un moment, j'ai lu que les enquêteurs ont commencé à soupçonner une fugue qui aurait mal tourné. Donc, elle aurait fugué de chez elle, de l'endroit où elle habitait, puis elle se serait retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. Et elle aurait peut-être été assassinée par un tueur en série qui faisait des meurtres dans les années 80-90. Mais justement, ce qui est quand même assez... Ça serait quand même étonnant. Bon, peut-être que oui, peut-être que non, là. Mais justement, il n'y avait aucune trace d'agression sexuelle sur son corps. Donc, si elle aurait été prise par un tueur en série, le motif de ce tueur en série-là n'aurait pas été sexuel. Il aurait été d'une autre nature. Or, quelle est cette nature? Peut-être qu'on l'a déjà vu dans plusieurs cas, hein? Peut-être que ce tueur en série-là en avait après les prostituées ou encore les travailleuses du sexe et peut-être qu'il voulait tout simplement toutes les éliminer et il croyait que cette victime-là, donc cette femme-là, était une travailleuse du sexe et il l'a simplement assassinée pour faire le ménage. On a déjà vu ça dans d'autres enquêtes, ça se peut. Ou encore, à un moment, on sait que les policiers ont soupçonné peut-être que la victime avait été la victime d'un partenaire violent, donc de la violence conjugale qui se termine par un meurtre, puisque la victime a été retrouvée sans chaussettes et sans chaussures. Et là, ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, mais il me semble que c'était dans l'affaire de Laci Peterson, une vidéo que j'ai faite il y a
pas si longtemps, là. Elle aussi, il me semble que ses chaussures étaient à la maison. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, là. Ce serait pas étonnant non plus. Et ça serait justement peut-être une bonne piste puisque elle n'a pas été réclamée. Donc, peut-être que déjà avant, la victime avait un conjoint qui l'a déjà éloignée de sa famille, de ses amis. Et là, elle est décédée et personne ne la réclame. Une analyse isotopique a été faite en 2016 sur les cheveux de la victime et on a découvert qu'elle avait passé environ 4 mois au sud-est ou au sud-ouest des États-Unis, donc ce qui est carrément en opposition avec l'Ohio. Pourquoi elle s'était ramassée en Ohio? Peut-être qu'elle avait embarqué dans un camion, peut-être qu'elle avait fait de l'autostop. Donc là, on commence à avoir d'autres pistes qui sont quand même très intéressantes. Donc avant de continuer, on va faire une petite définition de ce qui est la palynologie médico-légale. Donc cette science-là va tenter de prouver ou de réfuter les liens entre des gens, entre des objets, entre des territoires également. La palynologie, elle a été utilisée également pour définir le premier meurtre de l'histoire, donc celui du meurtre de Ottie. Si vous voulez que je fasse une vidéo complète sur Ottie, n'hésitez surtout pas, c'est tellement intéressant. Tout ce que la science et la médecine peuvent apporter aujourd'hui, c'est un meurtre qui date des milliers d'années. C'est vraiment intéressant. Et c'est cette science-là qui a été utilisée. Donc, ça va vraiment être des médecins légaux qui ont utilisé la palynologie pour justement essayer de voir dans la victime. Donc, ils vont regarder dans les voies respiratoires, ils vont regarder dans le nez, dans la gorge. Qu'est-ce que la personne a. Donc, ils vont comparer des pollens, ils peuvent comparer des fleurs, ils peuvent comparer des gaz qui se retrouvent dans la personne et essayer de voir où elle était avant son décès. La palynologie a révélé que la Buckskin Girl était originaire soit du nord-est des États-Unis ou du Canada, un État qui se rapproche de la frontière canadienne, ou qu'elle avait passé plusieurs années là-bas avant sa mort. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au fur et à mesure de mes recherches, j'ai lu qu'en 1985, le meurtre de la Buckskin Girl Doe a été lié pendant un bref instant au meurtre des Redheads. Donc, c'était des travailleuses du sexe qui étaient assassinées par un tueur en série. Mais cette théorie-là a vite été abandonnée puisque la victime ne représentait aucun signe qu'elle travaillait dans l'industrie du sexe. On sait qu'en 1991, il y a un groupe d'enquêteurs, donc d'une douzaine d'organismes, qui ont été en Ohio pour justement travailler sur des meurtres qui avaient été non élucidés, soit en Ohio, en Pennsylvanie et en Illinois. Et ils ont pris le dossier de la Buckskin Girl Doe. Ils ont donc travaillé là-dessus et ils ont envoyé plusieurs éléments, donc l'ADN, les empreintes dentaires, dans des laboratoires pour essayer d'avoir plus de pistes. Ils ont été capables d'extraire l'ADN dans les cheveux, dans les ongles et dans les dents de la Buckskin Girl Doe qui avait été préservée en 1981 et l'ont ajouté aux bases de données des forces de l'ordre. Donc, ça n'a pas vraiment été un avancement. Par contre, justement, grâce à son ADN, ils ont été capables de mettre ça dans une base de données et au fur et à mesure des années, s'ils peuvent refaire des tests, eh bien, ils n'ont qu'à essayer de matcher l'ADN avec quelqu'un d'autre qui, par exemple, on met notre ADN sur un site pour essayer de retrouver notre famille ou encore nos origines, ça aurait peut-être créé des matchs. On sait qu'en 2001, le laboratoire de crime de Miami a finalement généré un profil ADN qui ont été saisis dans les nouvelles bases de données du NAMUS, donc du National Missing and Unidentified Person System. Et en 2016, 2 versions d'une reconstitution faciale a été annoncée, donc a été montrée aux médias. Donc, il y en a une reconstitution faciale qui avait des tresses et une autre qui n'avait pas de tresses. Donc, parfois, les tresses, ça peut jouer grandement sur l'identification d'une personne. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Ils ont fait beaucoup de portraits robots de cette personne, de cette victime, pour justement essayer de tenter que plus qu'une personne puisse être en mesure de la reconnaître. Ce
Ce qui est très intéressant, c'est que quand on fait l'analyse d'une victime, d'une scène de crime, c'est pas simplement de regarder comment elle est morte, quand elle est morte, mais la palynologie va vraiment jouer un très grand rôle dans des enquêtes criminelles de ce genre, et elle est souvent appelée, c'est la palynologie médico-légale, donc j'ai parlé tout à l'heure. Ce qui est vraiment intéressant avec cette science-là, c'est justement que cette science, donc cette médecine, va vraiment tenter de découvrir où la personne est née, à quel moment elle est déménagée, dans quel endroit elle est déménagée. Elle peut répondre à plusieurs questions. Elle peut également entraîner plusieurs pistes dans une enquête pour découvrir l'identité d'une personne. Et on peut également se poser la question, où est-ce qu'elle est née, cette personne-là? Eh bien, la palynologie, elle va tenter de répondre à cette question. On sait que la dentition et la forme des dents peuvent aider à découvrir où la personne est née. Cela peut également aider à découvrir dans quel climat elle est née ou dans quel climat elle a habité les années ou les mois, les jours avant son décès. Est-ce que la personne elle a habité dans un endroit sec, un endroit plus humide? Donc, ça va vraiment nous donner des pistes à regarder dans quelle ville, dans quel état elle aurait été plus susceptible de naître ou d'habiter avant son décès. On a également le pollen qui va jouer un très grand rôle lorsqu'on retrouve du pollen dans les voies respiratoires d'une victime. Eh bien, ce pollen-là, c'est comme le pollen de Montréal n'est pas le même pollen que dans les Laurentides. C'est quand même fou. Là, bon, ceux qui m'écoutent et qui ne sont pas nés au Québec, vous savez peut-être pas les villes. Les Laurentides, Montréal, oui, mais les Laurentides, peut-être pas. Donc, Montréal, c'est la ville vraiment industrielle, beaucoup de maisons, beaucoup de pollution. Tandis que les Laurentides, c'est plutôt campagne. Donc, il y a moins d'usines, il y a moins de personnes, c'est un peu plus répandu, il y a moins de voitures. Donc, juste le fait de retrouver des gaz dans les voies respiratoires d'une victime, ça peut nous dire où elle est née, où elle a habité. Il y a des gaz qui vont être plutôt des gaz de ville, donc de voiture. Il y a des gaz qui vont être plutôt des gaz peut-être d'endroits plus industriels avec les usines. Et on sait également que les vêtements de la Buckskin Girl Doe ont été analysés et on a retrouvé un niveau élevé de suie qui provenait de la circulation automobile et industrielle. Donc, comme ce que je disais tout à l'heure, la palynologie va justement enquêter de son côté sur savoir où elle a habité. Et là, ben, la suie va vraiment également aider. Les vêtements, c'est très important lors d'une enquête. Également, le pollen qui a été extrait de ces vêtements, il a été analysé et montrait que peu avant son meurtre, la victime avait vécu dans un climat très aride, donc un climat qui a pas beaucoup d'eau, un climat qui est plutôt sec. Les climats qui sont un peu plus secs aux États-Unis, ça va être l'ouest des États-Unis ou encore le nord du Mexique. L'enquête va poursuivre et pourtant, 37 ans plus tard, on ne savait toujours pas qui était la Buckskin Girl Doe jusqu'au 9 avril 2018. She was known by two names here in the Miami Valley, Jane Doe and Buckskin Girl, for the clothes she was wearing when investigators found her murdered in a Miami County ditch in 1981. And tonight, her family finally got to say goodbye to the woman we now know as Marcia King. La Buckskin Girl Doe va finalement être identifiée comme étant Marcia Lenore King. Marcia avait donc 21 ans au moment de sa mort, ce qui concorde complètement avec l'analyse du médecin légiste qui disait qu'elle avait entre 18 et 26 ans. En effet, j'ai oublié de mentionner, mais la dentition, donc l'extraction de dents, peut être capable de révéler l'âge d'une victime. La famille a été retrouvée, puisque maintenant on connaît son nom, et la famille a dit que la dernière fois qu'ils ont vu Marcia, c'était en 1980, soit un an avant son meurtre. La famille avait jamais signalé officiellement sa disparition, mais ils cherchaient de son côté. Donc, c'est pas mentionné si elle avait vraiment fugué, mais avec ce que je viens de dire, avec ce que j'ai lu, j'ai l'impression que oui, elle avait fugué un an auparavant. Et peut-être qu'ils s'étaient séparés en mauvais termes, ça se peut. On sait que 14 jours avant sa mort, elle avait été vue à Louisville, dans le Kentucky. Et quelques jours après avoir été vue dans le Kentucky, elle a été vue justement en Arkansas. Donc, elle n'était pas très loin d'où elle avait grandi finalement. On sait que Marcia a été enterrée comme étant une Jane Doe
dans le cimetière de Riverside à Miami. Et lorsqu'on a demandé à la famille s'ils voulaient avoir les restes, la famille a refusé. Donc, Marcia est toujours enterrée à Riverside, puisque sa belle-mère, elle est enterrée là. Donc, sa belle-mère qui s'appelle Cindy Sossoman. On sait que les parents de Marcia étaient divorcés depuis longtemps et son père, John Wesley Sossoman, s'était remarié avec Cindy Sossoman, qui était la belle-mère décédée. Donc, on sait que Marcia et Cindy sont enterrées dans le même cimetière. Et là, ça m'a vraiment étonnée. Bref, vous me direz. La famille de Marcia a dit que c'était le plan de Dieu que leur fille soit assassinée et non identifiée pendant si longtemps. On sait que la troisième femme de John va remplacer la pierre tombale de Buckskin Girl Doe par le nom de Marcia Lenore King. Ce qui est le plus triste dans cette histoire-là, c'est que la belle-mère, donc Cindy, qui a vraiment beaucoup participé à essayer de retrouver sa belle-fille, ainsi que les 3 frères de Marcia sont décédés avant 2018, donc avant qu'elle soit identifiée comme étant un Marcia Lenore King. Peut-être qu'un jour, avec toutes les avancées technologiques, avec la médecine, avec la science, on va être en mesure de pouvoir définir qui était le tueur de Marcia Lenore King, qui est resté non identifié pendant plus de 37 ans, qui, pendant 37 ans, a été enterré sous le nom de Jane Doe, qui n'a jamais été réclamé non plus. Ça, je pense que c'est le plus triste. Il n'y a aucune affiche de disparition, aucun signalement de disparition qui a été fait à la police. Et c'est justement dans ces cas-là, lorsqu'il n'y a aucune affiche, aucune signalisation, que ça devient de plus en plus difficile et qu'on se retrouve avec beaucoup de Jane Doe et beaucoup de John Doe et de Baby Doe aussi. Donc, si jamais un jour on identifie le tueur de Marcia Lenore King, je ne manquerai pas de vous en parler. D'ici là, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié son contenu. J'espère que vous avez aussi apprécié mon travail. Et j'espère qu'on va se retrouver pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche des notifications pour manquer aucune de mes sorties de vidéos. Vous pouvez également me laisser un commentaire si vous avez aimé le sujet et la façon dont je l'ai apporté. Aimez-vous les enquêtes? On peut en faire encore plus parce qu'encore aujourd'hui, il y a énormément de crimes qui sont non résolus et ensemble, peut-être qu'on pourrait apporter une toute nouvelle piste. Alors sur ce, je vous laisse dans votre soirée, dans votre week-end. On se retrouve pour un prochain sujet, mais d'ici là, prenez grand soin de vous et de ceux qui vous entourent. Ciao, ciao!